Salut tout le monde, c'est Justice. Je vous présente ici une revue de toutes les cartes Muna du set 2. Les cartes communes sur la première ligne, les cartes rares sur la deuxième ligne. Et je vous présenterai dans un second temps les cartes transfuges qui vont venir sur une troisième ligne. Je vais donc présenter chacune des cartes, voir un peu l'intérêt de la rare par rapport à la commune, voir dans quel type de deck on va préférer telle ou telle carte, comprendre un petit peu les effets et comprendre les synergies que peuvent avoir les cartes avec d'autres cartes ou avec le pouvoir de certains héros. On commence avec les personnages donc communs de faible coût avec Jack Frost. Jack Frost qui est la première carte qui arrive avec un semblant de sabotage. Le set 2 nous apporte un simili-sabotage qui s'appelle l'épuisement. On a ici une carte qui va épuiser une carte ciblée en réserve, donc empêcher l'adversaire de pouvoir la jouer de la réserve pendant son tour. C'est un peu moins bon qu'un sabotage puisque la carte sera quand même là le tour suivant. Néanmoins, si on remplit trop sa réserve, on va devoir forcément se défausser de carte à la fin du tour, donc ça peut le gêner quand même si jamais il voulait jouer plusieurs cartes de sa main. Donc, on n'a pas de sabotage avec Muna. Ici, Jack Frost vient nous apporter cette petite mécanique qui peut être assez sympathique, avec du coup, dans sa version commune, un effet main et dans sa version rare, un effet flèche. Donc, pour les decks qui veulent avoir un petit peu plus de gestion simili-sabotage, on pourrait trouver un intérêt à aller la mettre en rare. Maintenant, la carte reste assez intéressante en commune, en fonction de l'orientation qu'on veut donner au deck. C'est une carte qui a des stats à 2, 1, 2 pour un coût de 2. Donc de la réserve, ça coûte également 2 et ça peut être suffisamment intéressant à jouer, surtout dans les decks où on veut juste aller mettre une carte à 2, peut-être pour avoir un peu de tempo pour aller jouer autre chose derrière. Le champignon éternueur est une carte qui va coûter 2 de la main, 2 de la réserve, va apporter des stats à 3, 0, 2. Donc là, on l'orientera peut-être plus vers un deck où on veut aller sur de la forêt. On verra qu'on a pas mal de cartes, notamment la Perséphone juste après, qui s'oriente sur un deck forêt, donc peut-être plus orienté avec le héros Rin. Et ici, avec le champignon, donc on a une belle stat en forêt pour un coût de 2, que ce soit de la main ou de la réserve et on va pouvoir l'utiliser de la réserve pour son effet de soutien, si on le souhaite, pour aller endormir un personnage qui coûte non pas 3 ou moins, mais 4 ou moins pour cet effet. Ça va être seulement un personnage que l'on contrôle, donc ce sera intéressant si on veut endormir ses propres personnages, principalement dans les decks avec un festival des rats, ou pour endormir des cartes qu'on aime voir rester assez longtemps sur la partie, même si c'est juste seulement pour leur effet et pas pour leur stats. Je pense notamment au Yeti, que je présenterai un peu plus tard, qui va avoir cet intérêt de venir booster nos autres personnages quand il est sur le terrain. L'intérêt de la version rare, puisqu'on a les mêmes stats et les mêmes coûts, c'est de rajouter un effet main en payant 2 de plus pour aller endormir quelqu'un en face. Donc ça peut être intéressant en fin de partie pour avoir voilà un peu de gestion et pouvoir embêter l'adversaire en mettant des stats et en endormant. C'est un petit peu le marchand de stats de chez Muna. Mais ça peut être aussi intéressant, encore une fois, si on a la place dans un deck avec un festival, pour ralentir notre adversaire. Évidemment, on veut avoir le temps de faire les effets du festival, et donc si on endort un adversaire, on va l'empêcher d'avancer sur un tour, et donc on aura potentiellement un tour de plus pour aller chercher nos conditions. Perséphone, ensuite, c'est une carte qui coûte 2 de la main et de la réserve, qui a des statistiques à 3 en forêt, 0 sur les autres biomes, et tout son intérêt, ça va être de transformer sa région en une région qui a en plus un biome de forêt. Donc si je la joue sur un biome de océan, par exemple, le biome océan va se transformer en biome forêt plus océan. Donc l'intérêt de la carte, c'est d'être joué dans un deck qui va avoir beaucoup de cartes avec des valeurs fortes en forêt, ou des cartes qui ont besoin de forêt. Donc très intéressante avec Rin, puisqu'on va pouvoir, lorsqu'on va avancer sur de la forêt, piocher et mettre une carte en réserve. Très intéressante avec Déméter, qui va avoir son effet, qui va s'activer lorsqu'elle va être en forêt à la fin du tour. Très intéressante avec
le fils d'Yggdrasil qui va jouer du coup sur la forêt, et donc qui va nous permettre de passer des deux côtés avec son gigantesque. Et très intéressant du coup si on met beaucoup de ces cartes qui ont des valeurs fortes en forêt pour pouvoir passer du coup les biomes où il n'y a pas de forêt. Grâce à Perséphone, on pourra quand même les passer. La version rare va coûter 1 de plus à jouer depuis la main, mais elle a cet intérêt que l'effet n'est plus du tout le même. On vient ici à la fois perdre les autres terrains, donc si je joue la Perséphone sur un biome qui était forêt, océan, et ben, il est seulement forêt. Si je le joue sur un biome océan, et ben, il sera seulement forêt. Il perdra les autres types. Et donc, même si pour moi, il n'y aura aucune différence à avoir d'autres biomes, puisque je vais jouer principalement sur la forêt, pour l'adversaire, ça va avoir une grande incidence, puisque la carte nous dit que la région de l'expédition qui me fait face subit également cet effet. Donc, il faut bien comprendre que le terme région, c'est une demi-carte, hein, c'est la région qui comporte du coup les biomes, par exemple le biome océan. Et si mon adversaire a une expédition d'avance par rapport à moi, par exemple, et qu'il était en forêt montagne, eh bien c'est cette région-là pour lui qui se transforme en forêt. Donc tout l'intérêt va être un petit peu dans la surprise lorsque mon adversaire va par exemple jouer des cartes pour avancer sur un biome eau et le transformer du coup en biome forêt pour prendre l'avantage à ce niveau-là. La carte sera donc très forte pour contrer l'adversaire dans cette version rare. Au niveau des cartes à 3, on va passer du coup ensuite sur la loutre rempoteuse. La loutre rempoteuse, elle nous permet de mettre une carte de notre main en réserve. L'adversaire va pouvoir faire de même. On est, comme beaucoup de cartes de la faction Muna, telles que la fille d'Yggdrasil, un petit peu avec un équilibrage de donner la même chose qu'on reçoit à notre adversaire. Ici, la carte peut avoir un intérêt avec un deck Rin par exemple ou Arjun, ou vouloir mettre des cartes en réserve pour pouvoir du coup soit ancrer, soit profiter des effets de la réserve qui sont assez fortes si on oriente un deck Rin avec cette typologie-là. Il faut bien voir ici que c'est une carte qui a quand même des statistiques très intéressantes, qui a un coût de mana à 3 et donc qui va pouvoir s'ancrer. Et donc avec un deck essentiellement tourné autour de la réserve, hein, tel que, comme je l'ai dit, Rin ou Arjun, on va avoir une carte qui peut être intéressante. On va avoir beaucoup de cartes, comme je le disais avec Rin, qui s'orientent sur le fait de donner de la forêt à nos régions. Donc ici, la loutre va être peu intéressante dans ce type de deck. Maintenant, on peut imaginer un deck où on équilibre en donnant plutôt des personnages qui vont être forts sur d'autres biomes que la forêt, si on joue pas la Perséphone par exemple. Mais je pense que sa valeur se trouvera surtout dans les decks Arjun pour aller mettre des cartes en réserve qui vont nous permettre d'ancrer. L'intérêt de la rare par rapport à la commune, c'est qu'au lieu de juste descendre une carte en réserve, on va pouvoir en plus piocher. Mona est une des factions qui manque le plus de pioches dans son deck, en tout cas par rapport à l'adversaire, et les seules pioches qu'on peut avoir, on les donne également à l'adversaire. Ici, avec la loutre, on peut se permettre du coup d'activer son effet normalement et d'aller piocher du coup une carte pour éviter de se trouver en manque. Je pense que la carte est très intéressante, encore une fois pour Arjun, puisque le fait de dépenser les cartes juste pour ancrer de la réserve, on finit par manquer un petit peu de cartes et donc se donner un peu de pioche, ça redonne un petit peu de souffle. Ensuite, je passe à Saskia, la naturaliste rusée. Saskia va coûter 3 de la main et de la réserve, va avoir des stats à seulement 2 de 2, et elle va permettre, du coup, en effet flèche, donc de la main et de la réserve, de donner 2 boosts à un autre personnage ciblé en forêt. Alors, il faut faire attention à cet effet, hein, il a été erraté, les cartes qui sont sorties dans les premiers boosters ne distinguaient pas le fait de donner à un autre personnage, et donc permettait a priori de se donner de boost à elle-même, ce qui était une erreur, hein, c'était beaucoup trop fort, puisque ça donnait une 4-4-4 pour 3 sur une commune, soit l'équivalent d'un Cernunnos rare. Donc non, l'effet était effectivement le fait de donner 2 boosts à un autre personnage, et il faut qu'il soit en forêt.
Donc là encore, on retombe sur une stratégie où on va croiser Perséphone, par exemple, où on va trouver le haricot magique qu'on présentera, qui nous permet de donner également forêt sur la région ciblée. Si tout notre deck s'oriente sur le fait de jouer en forêt, donc encore une fois, principalement intéressant avec Rin, on va pouvoir avoir ici une carte qui donne des boosts un petit peu là où ça l'intéresse. La Saskia dans sa version rare prendra son intérêt sur des decks qui ont beaucoup de personnages. La carte nous dit que n'importe quel nombre de personnages en forêt pourra gagner du coup chacun 2 boosts. Donc là où la première en commune serait intéressante pour donner juste 2 boosts à un personnage, la Saskia dans sa version rare sera intéressante si on a 2, 3 personnages autres du coup que la Saskia sur de la forêt et qu'on va pouvoir chacun les booster. On a quand même des cartes relativement intéressantes à faible coût chez Moona, donc ça peut être très intéressant de venir les booster, surtout sachant qu'ils peuvent s'ancrer, hein. On pense notamment aux Vendangeurs du Fuseau ou aux Champignons Éternueurs, voilà, qui coûtent assez peu cher, qui peuvent se mettre un petit peu sur l'expédition qu'on souhaite. Et s'ils sont sur de la forêt, bah voilà, prendre les boosts et rester peut-être du coup plusieurs tours de la sorte. On aura peut-être des cartes sur les sets suivants qui seront encore un peu moins chères ou dans ce même type de coût. Et donc on pourrait très bien orienter avec Saskia un deck avec un grand panel de cartes à faible coût, ce qui pourrait devenir du coup encore plus intéressant. Ensuite, on a une carte Yeti, du coup j'en parlais, qui va coûter 3. Lui aussi, pour amener des stats à 2 il va coûter un peu plus cher de la réserve, il coûtera 4, et il va gagner endormi quand il va être joué de la main. Donc l'intérêt de l'endormir, c'est de profiter de son effet sur un plus grand nombre de tours, à savoir lorsqu'un personnage rejoint l'expédition, il gagne un boost. Donc lui aussi, il va être intéressant sur un deck où on va jouer plutôt un nombre important de personnages à faible coût, puisque chacun va pouvoir être boosté. Donc toute la force du Yeti va résider sur le fait de le laisser le plus longtemps sur le terrain. Il a un coût de 3, ce qui veut dire qu'il va pouvoir s'ancrer avec des effets de soutien de certaines cartes, et il y en a quand même pas mal chez Moona, ou tout simplement par l'effet de Arjun si on le joue dans ce deck. L'intérêt de la rare par rapport à la commune, c'est de gagner un petit peu de polyvalence. On est un peu plus staté avec 2 3 3 pour le même coup, et on vient sur la possibilité de faire gagner endormi. Donc ce qui veut dire que en fin de partie, lorsqu'on ne veut pas avoir un Yeti qui s'endort et donc qui a une carte morte dans la main, on va pouvoir jouer le Yeti pour aller donner juste 2 3 3 et donner du coup quand même le boost aux autres personnages qu'on jouerait après. Dans les cartes qui nous coûtent 4 de la main, on va retrouver ensuite pour commencer le puissant Simbi. Une carte qui va avoir des stats à 4-0-4 pour un coût de 4, ce qui est plutôt moyen, mais qui permet, si on avance en forêt, donc là encore une carte qui sera intéressante si on a d'autres cartes qui peuvent nous donner, comme Perséphone ou le haricot magique, un biome forêt si jamais on n'était pas sur de la forêt, ça nous fait du coup sacrifier ce puissant Simbi pour aller piocher une carte. Donc on veut rarement le sacrifier quand on l'a joué de la main. Maintenant, quand on va le jouer de la réserve, il va coûter seulement 3, apporter des statistiques à 4-0-4, et du coup, si on a avancé en forêt, on va pouvoir le sacrifier et venir piocher une carte. Donc on le sacrifie après que l'expédition avance, donc s'il est fugace, on le sacrifie avant qu'il ne soit défaussé, donc on ne perd rien pour finalement piocher une carte. Ce sera principalement donc intéressant sur un deck où on va jouer autour de la réserve et donc où on aura beaucoup de ravitaillement, ou alors avec Rin qui nous permet de descendre cette carte pour la jouer de la réserve plutôt que de la main. Sur sa version rare, elle va perdre une stat en forêt, donc elle va être un peu plus difficile à jouer pour gagner l'expédition en forêt, mais si elle gagne son expédition en forêt, on va pouvoir la mettre dans la mana et donc faire un ramp au lieu de venir piocher. Donc ce sera plus orienté sur les decks qui veulent récupérer le plus vite un certain nombre de mana, notamment pour aller jouer un Hydra Khaena ou pour jouer des cartes très fortes du deck à des coûts de mana très élevés. Puis on arrive à la Demoiselle des Neiges qui va coûter 4, mais cette fois-ci pour des stats à 5-5-5, donc qui est très intéressant.
Le fait d'être à 4, on subit un peu moins les gestions adverses telles que les zooms qui ciblent très souvent des personnages qui sont à 3 ou moins. Elle est néanmoins un peu chère, donc difficile à placer sans que notre adversaire puisse réagir. On pourra la jouer si on a suffisamment de cartes qui nous font des après-vous. Donc, imaginons un tour à 6 mana où on joue deuxième joueur, où on peut quand même jouer voilà, deux cartes à 1 mana et ensuite aller prendre une expédition en mettant 5/5/5 en stats. Ça peut être intéressant. Mais on a un malus qui est le fait de faire ravitailler, épuiser une carte de l'adversaire. Donc ce sera intéressant, notamment si l'adversaire a joué plusieurs cartes de sa main qui vont aller en réserve, puisque du coup on va lui rajouter une carte de sa réserve, et donc il devra logiquement la défausser. Donc je pense que ce sera une carte qui sera potentiellement jouable seulement si on a pas mal de cartes, comme je disais, avec des coups de 1 pour pouvoir la temporiser et la jouer à un moment intéressant. Sur sa version rare, on vient gagner 1 de stats sur chacun des bios, on passe à 6/6/6 et on doit faire du coup son effet main 2 fois cette fois-ci, donc 2 ravitaillements. Donc ce sera encore plus impactant dans la même stratégie que j'évoquais précédemment. Ça reste quand même un malus, même si on est dans cette situation, puisque l'adversaire pourra quand même choisir ce qu'il va garder en réserve. Et si jamais on lui a fait ravitailler des cartes meilleures que ce qu'il aurait joué lui pendant son tour, et par rapport à la force qu'elles auraient eu en réserve, bah, du coup ça va quand même nous pénaliser un petit peu. En plus de ça, on a une carte qui va coûter 5 de la réserve pour donner 6/6/6, ce qui est quand même plutôt moyen. Il va falloir beaucoup temporiser pour la jouer et elle sera plutôt inintéressante du coup dans la réserve. Ce type de carte va être plutôt intéressant du coup si on arrive à surprendre un petit peu l'adversaire. Et donc de la réserve, il faudra vraiment avoir beaucoup de pioches et de ravitaillement pour pouvoir jouer voilà, des cartes à 1 et venir terminer avec cette carte sans qu'elle soit inutile dans la réserve. Sachant qu'elle ne coûte pas 3 depuis la main, c'est pas une carte qu'on va pouvoir ancrer et donc elle sera plutôt inutile chez Arjun qui aurait pu avoir l'intérêt de la défausser de la réserve pour l'utiliser du coup avec son effet. Ici, ce sera pas possible. On passe ensuite au Lieshi qui va coûter 5 à jouer de la main ou de la réserve et qui va partir sur une base de statistiques à 4, 4 et 4 et qui va gagner un boost par expédition en forêt. Donc on a vu qu'on avait Perséphone qui transforme l'expédition sur laquelle on est en forêt. On a du coup le haricot magique que je présenterai qui nous fait ce même effet. Si on le joue relativement tôt, on a les biomes de départ qui sont automatiquement en forêt. Et du coup, quand on compte les expéditions, on compte évidemment les expéditions adverses également. Donc au maximum, on peut avoir 4 expéditions en forêt, ce qui donnerait 4 boosts. Ça nous ferait idéalement une 8/8/8 pour 5, ce qui pourrait être intéressant. Sur le deck dont je parlais, où on mettrait peut-être la Demoiselle des Neiges, le Lieshi peut avoir le même intérêt si on arrive à temporiser et qu'on a au moins 2 expéditions en forêt. On pourrait mettre 6/6/6 pour une carte à 5, ce qui pourrait être intéressant. L'intérêt de la jouer, je dirais, c'est quand même d'avoir au moins 2 expéditions en forêt. Idéalement, 3, ce serait quand même beaucoup mieux. Ici, la rare va avoir un impact quand même beaucoup plus intéressant car même si on passe à des statistiques de base à 1/1/1, on va gagner le fait d'avoir gigantesque. Donc si on le joue intelligemment un tour où on va avoir 3 expéditions en forêt par exemple, on va quand même passer à des stats à 4/4/4. Si on le joue dans un Teja, on sera à 5/5/5, gigantesque. Donc ça peut vraiment embêter l'adversaire. On devrait prendre, si on se fait pas gérer en tout cas notre personnage, une des expéditions et forcer l'adversaire à jouer plusieurs cartes logiquement pour nous passer une des expéditions. Sachant qu'on a possibilité de ramp, hein, donc d'augmenter notre mana avec Muna, c'est une carte qu'on peut jouer pour 5 mana sur un tour du coup à 4 mana, donc le deuxième tour de jeu, si on a réussi du coup à ramp au premier tour. On peut penser du coup à 2 cartes qui permettent de le faire au premier tour. Le petit Djinn qui, grâce à Teja, peut aller directement en mana et donc commencer notre deuxième tour à 5 mana, ou la Prairie Prolifique, puisque Lieshi est un personnage plante et donc permet d'être joué pour 1 de mana de moins, donc il pourrait être joué pour 4 mana en épuisant notre Prairie Prolifique. Jouer de la sorte sur le deuxième tour de jeu
Il y a fort à parier qu'on soit toujours sur au moins 3 expéditions avec de la forêt et donc avoir un gigantesque à du coup 5-5-5, ça devrait pouvoir prendre les 2 expéditions sans trop de difficultés. Dernier personnage dans la version commune de base de chez Moona, c'est Déméter qui pour un coût de 6 cette fois-ci va apporter des stats à 6-5-5 mais va avoir éternelle si elle est en forêt. Donc il faudra faire attention où on la joue. L'intérêt, ça va être un petit peu de ce setup, de poser la carte et d'espérer qu'elle reste pour les tours suivants. Donc on va plutôt la laisser sur une forêt, même si l'adversaire va prendre cette expédition, peut-être qu'on prendrait du retard, mais du coup elle serait déjà là comme un ancrage au tour suivant à 6-5-5 ou 7-6-6 si on l'a joué avec un TJ évidemment. Alors le fait d'être éternel, on va le regarder au moment où les personnages ont avancé et qu'on va pouvoir regarder s'ils quittent la zone d'expédition pour aller en réserve ou dans la défausse. Donc évidemment, si on vient gagner une expédition qui était en forêt, mais qu'on arrive sur une expédition où il n'y a pas de forêt, alors Déméter n'aurait plus son effet éternel et repartirait du coup de la zone d'expédition. Le moment le plus favorable pour la jouer serait donc une expédition sur laquelle on est en forêt et où si on gagne, on va avancer sur une expédition qui elle aussi a de la forêt. On peut évidemment penser au combo avec la Perséphone qui, vu qu'on retire les personnages dans l'ordre que l'on souhaite, on pourra retirer du coup ou activer l'effet éternel de Déméter avant la Perséphone et donc considérer que l'expédition sur laquelle on a avancé est en forêt grâce à Perséphone et donc conserver notre Déméter avec son éternel avant de retirer la Perséphone. Dans la version rare, Déméter va être un peu plus chère, mais elle permet d'ancrer. Donc elle sera plus intéressante, notamment sur les decks avec du ramp, comme je le disais précédemment, où on va chercher à jouer beaucoup de personnages plutôt chers assez rapidement, et donc on va pouvoir les ancrer à la façon de Parvati. Ici, on n'est pas sur un ancrage pour des personnages qui coûtent 3 ou moins de la main, on va pouvoir ancrer n'importe qui. Donc si jamais on va jouer sur un biome où on va prendre l'expédition et où on ne va pas avoir de forêt, elle pourrait très bien s'ancrer elle-même pour avancer, rester, peut-être avancer le tour d'après et revenir une fois encore sur un biome de forêt. On passe ensuite au sort de la faction et on va en avoir deux dans ce set 2. On va avoir la carte semée qui a l'intérêt de ne coûter que 1 à jouer depuis la main ou depuis la réserve. On n'est pas sur une carte qui a fugace, on a ce nouveau mot-clé qui arrive qui est rafraîchissement, qui veut dire qu'on ne peut pas la jouer 2 fois de suite, mais qu'elle va quand même rester en réserve, elle ne va pas gagner fugace et partir à la défausse, donc on pourra la rejouer le tour suivant. Et donc on pourra la rejouer soit pour le même effet, soit pour son effet de soutien, qui pourra nous faire donner un boost à un personnage qu'on jouerait. Donc son effet de sort, ça va nous permettre du coup de donner un boost à un personnage. Du coup, payer 1 pour donner un boost, c'est un très bon après-vous du coup, du moment qu'on a déjà un personnage qui est en jeu. Ce sera d'autant plus fort si les personnages qu'on joue ont du coup un ancrage avec ce boost qui pourra durer plusieurs tours. Je parlais un peu avant des decks qui ont intérêt à jouer beaucoup de personnages et beaucoup de après vous pour les jouer. Ici, du coup, on a une carte qui va avec les deux puisqu'on va pouvoir booster des créatures telles que les Vendangeurs du Fuseau ou les Champignons Éternueurs et faire en même temps un après vous. La rare va faire la même chose, mais va gagner en effet de soutien le fait de remplacer le fait de donner un boost par le fait d'ancrer un personnage. Ce sera donc très intéressant dans les decks qui veulent jouer vraiment autour de l'ancrage, notamment si on joue avec un deck qui se tourne autour de la réserve et qui va nous permettre du coup d'ancrer un certain nombre de personnages. Donc évidemment, c'est l'effet de base d'Arjun, donc ce n'est pas une carte qu'on verra jouer dans Arjun, mais un Teja qui a des bonnes statistiques et qui joue un petit peu autour de la réserve, on va pouvoir réancrer pas mal de personnages comme des Cernunos, comme des Yggdrasil, qui ont beaucoup de statistiques. Évidemment, on a parlé du Yeti précédemment, qu'on a tout intérêt à voir rester le plus longtemps possible sur du coup son expédition. Et évidemment, on peut très bien aussi l'intégrer chez un deck avec Rin, puisqu'on va vouloir descendre les cartes
qui nous permettent d'ancrer et donc on va pouvoir ancrer, pas mal de cartes qui va nous permettre d'avancer, de garder, des personnages en jeu et de profiter de leurs effets, peut-être pour avoir toujours plus de cartes comme des Aloe Vera ou des Inari. Et le deuxième sort de la faction qu'on va avoir, c'est Perdu en forêt. Perdu en forêt, donc on retrouve les 3 petits cochons qui sont perdus dans la forêt. Et le fait d'être perdu en forêt, eh bien, ça va s'activer seulement si on a un personnage du coup adverse, hein, idéalement, qui est en forêt, puisque c'est le seul qu'on pourra cibler. Si on a un personnage adverse qui est sur un biome où il n'y a pas de forêt, malheureusement, on va pas pouvoir utiliser cet effet et ce sera du coup inutile de jouer la carte. Mais l'avantage c'est qu'on peut un petit peu la temporiser, on peut prévoir un petit peu le coup et on peut aller du coup gérer un personnage lorsqu'il sera en forêt en jouant la carte au bon moment. Tout l'intérêt de la carte, c'est que c'est une gestion du coup qui permet de renvoyer n'importe qui. On n'est pas limité à un coup de 3 ou moins de la main ou à certaines statistiques. C'est comme la plupart des gestions une carte qui va coûter 3 à jouer. Elle a juste voilà ce petit malus de ne cibler que les personnages en forêt. Mais tout l'intérêt, c'est que c'est polyvalent puisque on peut aussi défausser un permanent, pardon, un permanent ciblé. Et donc là encore, sans notion de coût. Donc on peut aller renvoyer une ruche de Scarabots, un monolithe, un grand projet, vraiment tout ce qu'on veut avec une carte commune. La carte rare va quand même avoir un intérêt, c'est de pouvoir renvoyer n'importe qui en réserve. On perd la notion de malus d'avoir un personnage en face qui doivent être en forêt. Donc on est sur une carte qui est encore plus polyvalente. Mais elle a quand même un contre-coup, c'est que si on gère quelqu'un qui n'était pas en forêt, on va faire piocher l'adversaire. Donc l'intérêt principal de la rare, ça va être sur le dernier tour du jeu, où on va pouvoir renvoyer en réserve n'importe qui du board adverse, et à la rigueur lui faire piocher, mais euh, si on lui fait piocher alors qu'il n'a plus de mana, on aura quand même quelque chose de très efficace. On arrive ensuite, après les sorts, aux permanents, avec 2 permanents d'expédition qui coûtent très peu cher, qui sont très faciles à jouer, qui nous permettent de faire donc certains après-vous dans le deck, donc qui seront intéressants dans pas mal de decks où on veut aller jouer des cartes un peu plus impactantes, mais où il faut les temporiser un petit peu. Et on a du coup des mécaniques qui sont très intéressantes et très différentes sur ces 2 permanents. Le premier, Erico Magique, dont j'ai parlé plusieurs fois sur cette vidéo, qui va nous donner du coup le même effet que Perséphone. Il va transformer sa propre région en forêt. Donc ce sera intéressant, voilà, si on le joue avec Déméter, si on le joue avec Fils d'Yggdrasil, si on le joue avec le héros Rin, qui veut du coup avoir des avancées sur de la forêt. Et du coup, le haricot magique va en plus nous permettre de donner un boost. Il va permettre potentiellement de surprendre un petit peu l'adversaire, hein, puisque évidemment on peut soit l'utiliser comme un après-vous au début de son tour, mais aussi l'utiliser comme un finisher en fin de tour pour un coup de 1, pour venir dire, bah non, finalement cette région-là, elle est plante, et donc peut-être voler l'expédition à un adversaire, tout en donnant du coup un boost à un personnage. On peut penser au combo qui peut être assez dévastateur avec le Lieshi, puisque soit on le joue avant et donc on va pouvoir de l'effet du Lieshi donner un boost supplémentaire, soit la jouer après et donner un boost du coup à notre Lieshi. Dans sa version rare, de la même façon que la Perséphone, on va du coup transformer en forêt, non plus ajouter en forêt, mais transformer la région en forêt, donc notre région et la région qui nous fait face sur laquelle est l'expédition adverse. Ça va coûter plus cher à jouer, on passe d'un coup de 1 à un coup de 2, mais tout comme la Perséphone, on va avoir quelque chose qui va vraiment pouvoir s'intégrer dans un plan de jeu où on va anticiper ce que va faire notre adversaire. On va essayer de retarder le tour où on va jouer pour le faire jouer un maximum de cartes et on va pouvoir renverser la situation en lui volant une expédition, en la transformant finalement en forêt, là où il aurait peut-être joué des cartes qui ont de faibles statistiques en forêt et on va donc pouvoir lui voler. Évidemment, le fait de transformer en forêt, c'est encore plus impactant avec le Lieshi, puisqu'on va pouvoir potentiellement transformer 2 régions qui n'étaient pas forêt en forêt avant de jouer notre Lieshi. Le deuxième permanent d'expédition, c'est la tente florale. Tente florale qui, pour un, a un effet flèche qui nous dit de ravitailler, donc qui va être
très intéressant pour augmenter le card advantage de notre deck. Comme je le disais en début de vidéo, Muna, c'est une faction qui a assez peu de pioches ou de ravitaillement. Donc ici, un après-vous qui fait ravitailler, ce sera une carte très intéressante, surtout dans une version commune. Et en plus de ça, ça vient protéger, comme si ça ne suffisait pas, un de nos personnages, même plusieurs de nos personnages, hein, s'il y en a plusieurs qui sont ancrés, puisque si on a une carte qui est sur la même expédition que notre tente florale et qui est ancrée, si jamais elle devait subir une gestion, un removal d'un sort adverse par exemple, il perdrait du coup ancré à la place de quitter l'expédition. La carte rare va être beaucoup moins intéressante à jouer de la main. Par contre, de la réserve, ça va nous permettre de faire soit la même chose, soit d'aller ancrer directement un personnage. On la préférera donc dans les decks qui ravitaillent énormément, dans les decks qui mettent en réserve, donc principalement un Kryn comme héros par exemple, ou dans les decks qui jouent autour du festival où on veut des effets d'ancrage dans les effets de soutien. Et pour finir, on a du coup la taïga saisie par les glaces, donc le permanent repère saisi par les glaces de la faction Mona, qui dans la version commune va coûter 3 à jouer, que ce soit de la main ou de la réserve, et qui va avoir comme effet, tout comme toutes les cartes saisies par les glaces, de créer un dragon lorsqu'elle aura atteint ses 3 compteurs. Pour mettre un compteur, il suffira de jouer un personnage en forêt. Donc évidemment, on a de base une majorité des régions qui possèdent de la forêt. Et si on joue quelques cartes telles que les haricots ou les perséphones qui vont donner en plus de la forêt, eh bien, évidemment, ce sera encore plus facile d'aller déclencher l'effet de la taïga. L'effet du dragon, c'est qu'il arrive en étant ancré, ce qui veut dire que si l'adversaire n'a pas de quoi le gérer tout de suite, il sera encore là le tour suivant, ce qui nous donnera un avantage certain pour renverser la situation. La carte est très intéressante en commune, donc pourquoi la mettre en rare? Pour gagner seulement une réduction de coût lorsqu'elle passe, euh, lorsqu'elle va être jouée de la réserve. Alors vous allez me dire, ça va pas être très intéressant. La différence, c'est que ça peut être assez impactant sur les decks qui ravitaillent énormément, puisqu'elle sera beaucoup plus facile à positionner, notamment en début de partie. Faut pas oublier qu'on a un des personnages Ring qui permet de descendre les cartes. Donc le fait de descendre une Taiga et de la jouer pour seulement 2, ça veut dire qu'on va pouvoir la jouer sur un deuxième tour, tout en jouant une autre carte, un autre personnage qui va coûter 2 de la main. Pour compléter un peu tout ça, on va regarder du coup les cartes qui nous viennent dans leur version transfuge d'autres factions. On va avoir la machine dans la glace, du coup, qui nous vient de chez Axiom, qui va coûter seulement 1 pour aller mettre 5-3-5. Mais ça, c'est un petit peu biaisé puisque ça nous dit en effet main qu'on doit l'envoyer en réserve. Ce qui veut dire que pour 1, on va pouvoir jouer la machine dans la glace, mais elle va juste aller en réserve. Ce qui finalement nous fait un après-vous, sans mettre de stats, c'est juste un 1 pour passer son tour. Elle va être épuisée, donc on ne pourra pas la rejouer tout de suite de la réserve. Par contre, sur le tour suivant, ou si on joue sur un deck avec beaucoup de ravitaillement, ou si on descend les cartes avec l'effet de Rin, on va avoir quand même si on doit attendre un tour avant de la jouer, avoir quand même une 5-3-5 pour un coup de 3. Un combo qui peut être intéressant chez Arjun avec la tente florale, c'est de la jouer tout en l'ancrant avec l'effet d'Arjun, et du coup, avec la tente, au lieu d'aller en réserve, elle va perdre tout simplement son ancrage, ce qui pourrait donner un tour où finalement, pour un mana de 1, on peut jouer une carte à 5-3-5. Éclaireur mort, c'est une carte très chère depuis la main, donc là encore sur un deck, on va plutôt vouloir la jouer de la réserve. Elle coûtera alors seulement 1, elle a des stats à 1, 1, 2, donc c'est plutôt un bon après-vous. Et on va pouvoir en plus empêcher l'adversaire de jouer une carte de sa réserve en l'épuisant. Donc c'est une carte qui pourrait venir un petit peu à la même façon que Jack Frost, embêter notre adversaire sur un deck donc notamment orienté autour de la réserve. Et pour ceux qui sont un petit peu curieux, mais qui seraient un petit peu aussi fainéants pour aller chercher la traduction du petit texte d'ambiance écrit en morse en bas de la page, ça veut dire de mémoire quelque chose comme cible droit devant. On a ensuite du coup le feu follet qui nous vient de chez Lyra qui va coûter 3 et contrairement à l'effet de base qu'on retrouve chez Lyra, ici on va avoir une orientation avec la forêt.
qui peut venir du coup compléter un petit peu toutes les synergies qu'on a vues auparavant avec les Perséphone et compagnie. Ici, on a donc une carte qui a donc une stat à 3 en forêt, 0 dans les autres biomes, mais du coup qui va empêcher un petit peu l'adversaire de faire ce qu'il veut, puisque ça va transformer son expédition en forêt. Finalement, on nous dit que si l'expédition adverse a de la forêt, elle ne peut avancer que grâce à la forêt. Donc on n'est pas sur le même type de transformation que ce qu'on avait avec la Perséphone ou le haricot magique dans leur version rare, puisque ici on vient pas transformer une expédition en forêt, on vient transformer une expédition qui était déjà en forêt en expédition qui ne peut avancer que grâce à la forêt. Ce qui veut dire que ça va être notamment très impactant sur les régions de départ, puisque ces régions contiennent les 3 biomes et qu'on vient dire à notre adversaire, bah, il n'y a que la forêt qui compte de ton côté. Donc en tant que deuxième joueur, si on vient jouer sur un personnage adverse tout en lui bloquant le fait qu'il n'avancera que sur la forêt, et nous on vient mettre 3 en forêt, 4 en forêt si on joue avec Teja, on peut prendre l'avantage du coup sur un premier tour. De la réserve, elle va être intéressante puisque moins chère à jouer, et elle a cette versatilité d'avoir un effet de soutien qui permet de donner un boost à un prochain personnage, ce qui peut être intéressant si on joue un personnage ancré ou gigantesque notamment. De chez Ordis, on va avoir donc Dachen, qui est un bureaucrate, qui arrive chez Mona, qui va coûter seulement 3 à jouer, donc une carte qu'on pourra ancrer avec les effets de soutien bien connus, qui va avoir des statistiques équilibrées à 3-3-3, et qui, à midi, va embêter notre adversaire à la façon des bureaucrates, en venant lui épuiser une carte en réserve. Donc ça vient, dès le début du tour, l'empêcher de jouer une des cartes de sa réserve. Une carte qui est plutôt intéressante niveau stats, qu'on peut vouloir ancrer de toute façon pour avoir toujours une présence et embêter notre adversaire le plus longtemps possible. Donc une carte qu'on aimera jouer avec beaucoup d'effets de soutien, d'ancrage, peut-être même avec Arjun. À l'inverse, on va avoir Ebenezer Scrooge, qui lui aussi est un bureaucrate qui va avoir exactement les mêmes statistiques, 3-3-3 pour un coup de 3, donc il va pouvoir également s'ancrer pour profiter de son effet plusieurs tours, mais contrairement au bureaucrate chez Ordis, il va pas venir embêter l'adversaire, hein, puisque je rappelle que Ebenezer chez Ordis est là pour augmenter le coût des cartes de la réserve de 1. Ici, on est dans une faction qui peut aimer, en tout cas dans le deck dans lequel on va mettre Scrooge, va aimer jouer des cartes de la réserve, et donc on va plutôt diminuer le coût de 1 des cartes jouées de la réserve. Donc très intéressante avec les cartes qui coûtent relativement plus peu cher. On va pas pouvoir aller en dessous d'un coût de 1, donc ça veut dire que ce sera intéressant, notamment avec les cartes qui coûtent 2 à jouer de la réserve, puisqu'elles ne coûteront que 1. On pense notamment aux cartes comme le Feu Follet, comme la Perséphone, qui vont être des cartes relativement intéressantes. On va le jouer donc évidemment dans un deck où on a beaucoup de ravitaillement, on va pouvoir profiter un maximum de cet effet, probablement avec Rin par exemple qui permet de jouer encore plus de cartes depuis la réserve, ou peut-être avec un deck avec un festival, puisqu'on va pouvoir facilement aller jouer le nombre de personnages requis pour déclencher l'effet du festival, ou utiliser son effet de soutien qui nous dit qu'on va pouvoir endormir un des personnages qu'on contrôle qui coûte 4 ou moins. Une carte qui sera donc très forte dans ce type de deck. Avec un coup de 4, on passe à Lord Kelvin. Lord Kelvin qui vient avec des stats à 4-3-4 pour un coup de 4, donc plutôt peu intéressant lui aussi depuis la main, mais depuis la réserve, on a une carte qui coûte 3, donc toujours ces stats plutôt intéressantes du coup depuis la réserve, et en plus en bonus un effet de soutien qui nous permet d'épuiser une carte en réserve. Donc on est sur une carte qui est relativement similaire à celle qu'on a vue un peu auparavant. Ensuite, on va avoir le prototype défectueux qui va coûter 4 à jouer depuis la main ou la réserve pour des stats à 5-5-5, mais elle va devoir sacrifier une plante ou un permanent. Et elle va être obligée de le faire puisque ça nous dit que si elle ne le fait pas, on va devoir la sacrifier. Donc on a déjà vu une carte qui parlait de sacrifice un peu auparavant, qui était le puissant Simbi. On peut imaginer que dans les decks prochains, on aura un peu de sacrifices qui viendront dans ce deck-là. Ça peut être intéressant notamment à jouer sur des drafts ou des scellés où on va jouer des cartes notamment avec Lindy Way par exemple,
on peut profiter du sacrifice. Dans un mode construit, on n'aura ici aucun intérêt à venir la sacrifier, mais on peut un peu contourner les effets en allant par exemple sacrifier une carte qui est, j'imagine, sous la tente florale, qui va donc juste perdre son ancrage à la place, pour aller mettre cette carte qui a des statistiques qui sont relativement bonnes. Maintenant, n'ayant pas de cartes qui vont vraiment donner un sens au sacrifice, je pense pas que la carte soit intéressante dans l'état actuel par rapport aux cartes qu'on connaît. On verra, comme je le disais, par la suite, si on a des cartes qui la rendent plus intéressante. L'opératrice Ordis est une carte qui va ressembler du coup à ce qu'on a chez Ordis avec le fait de donner des boosts en fonction des bureaucrates qu'on a. Ici, on se fiche de savoir s'ils sont bureaucrates ou non. On va vraiment venir booster tous les autres personnages qu'on contrôle. Donc on avait quelque chose de similaire avec Saskia. Ici, on peut venir un petit peu étoffer notre deck avec le même type d'effet. Une carte qui coûte 4, qui met déjà 2 de 2 de stats là où on va la poser, et qui va donner du coup un boost à chaque autre personnage. Donc très intéressant si on a pas mal de personnages de faible coût. Venant de chez Lyra, on va avoir ensuite le Père Noël qui va coûter 5 à jouer, apporter des statistiques à 0, 5, 5 et depuis la main nous permettre du coup de jouer directement une carte qui coûte 3 ou moins. Donc assez situationnel, on va pas pouvoir la jouer n'importe quand, il faudra la jouer intelligemment quand on a quelque chose d'intéressant à jouer du coup gratuitement notamment et que l'adversaire aura probablement rien ou rien d'intéressant en tout cas à jouer en contrepartie. Le fait que la carte ne fonctionne que avec l'effet main, ça rend le deck un petit peu difficile à tourner si on met un Père Noël dedans, puisque ce sera une carte qui sera relativement inintéressante depuis la réserve. Maintenant, on peut trouver des combos assez intéressants, notamment si on l'oriente sur un deck avec beaucoup de rampes, on va vouloir jouer que des gros personnages, et on va pouvoir le jouer avec d'autres personnages du même type, comme Eros, qui nous permet de jouer un maximum de personnages et de vraiment aller chercher les boosts. Le seul inconvénient, c'est que c'est très sensible au removal, aux gestions adverses. Et donc, si on prévoit pas suffisamment de cartes pour faire des après-vous, on va se retrouver un petit peu piégé à notre propre jeu. Maintenant, je pense que c'est une carte qui est relativement bonne chez Arjun, puisque de la réserve, on va pouvoir du coup la défausser pour aller ancrer quelqu'un d'autre. Et il faut pas oublier qu'on va pouvoir jouer du coup gratuitement des cartes qui pourraient avoir un faible coût de la main et qui pourraient être très intéressantes, notamment la machine dans la glace qu'on a vu précédemment. On pourrait donc mettre gratuitement une 5-3-5 en jeu, qu'on pourrait même peut-être ancrer si jamais on active l'effet d'Arjun en même temps. Aklout ensuite, qui nous vient de chez Bravos et qui est une carte excellente chez Bravos. Ici, on va avoir la version commune qui va être relativement peu intéressante depuis la réserve avec un coût quand même très élevé, 5 pour apporter des statistiques à 3-3-5, pour venir du coup se booster en effet de réserve et venir épuiser une carte en réserve. Pour épuiser des cartes en réserve, on a d'autres types de cartes qu'on a présentées un peu avant qui ont cet effet-là. Si on veut vraiment avoir un deck gestion autour de ces effets de réserve, ça peut être intéressant. Maintenant, on n'a pas accès comme on a chez Axiom ou Bravos aux cartes qui nous permettent de déclencher nos effets de réserve autre part que lorsqu'on les joue depuis la réserve. Donc ça reste quand même un deck très orienté sur la réserve et donc sur du ravitaillement notamment, ou à la rigueur sur un deck où on va utiliser Rin pour envoyer nos cartes en réserve. Mais comme je le disais, ici on est sur une carte qui coûte 5 et qui apporte quand même relativement peu de stats, puisque même avec son boost, ça va nous faire 4, 4, 6. Le seul intérêt serait plutôt de la jouer à la rigueur avec un Teja pour avoir un peu plus de boost. Mais du coup, il faudrait un Teja avec vraiment beaucoup de ravitaillement pour l'utiliser. Depuis la main, ça va être une carte qui va donner du coup 3-3-5 pour un coût de 4, et il va donc falloir la booster pour aller épuiser. Donc là où je parlais de Teja, c'est là que ça va devenir intéressant, puisque de la main,
Si je la joue comme première carte, elle va gagner le boost de Teja et je vais pouvoir épuiser une carte dans la réserve adverse. Ensuite, dernier personnage que je vais vous présenter pour Mona, c'est Eros, dont je parlais avec le Père Noël, puisque Eros, qui nous vient de chez Bravos également, est une carte qui coûte très cher, qui a des statistiques plutôt moyennes, mais qui va nous permettre de jouer pour 3 de moins n'importe quelle carte et lui faire gagner ancré. Donc il faut imaginer que pour un tour à 7, on va pouvoir jouer Eros et jouer du coup gratuitement un Cernunnos ou une fille d'Yggdrasil et venir l'ancrer par la même occasion, ce qui permet de préparer les tours suivants tout en ayant quand même relativement beaucoup de statistiques sur le terrain. Une carte qui sera d'autant plus intéressante qu'on arrive à ramper relativement tôt dans la partie pour la jouer. Il va falloir néanmoins quand même avoir suffisamment de pioches pour avoir quelque chose d'autre à jouer d'intéressant. Le tour, on va jouer Eros. Donc ça peut créer vraiment un tour relativement très puissant le tour où on le joue, hein, puisque comme je le disais, hein, pour un coup de 7, on peut avoir finalement 3-5-5 avec Eros, voire plus si on joue déjà, et par exemple une Figue d'Yggdrasil à 5-5-3, qui est en plus ancrée, mais là encore c'est très sujet à la gestion adverse. Et donc finalement, on pourrait ne pas prendre l'avantage hein, si l'adversaire a ne serait-ce qu'une gestion pour enlever notre fille d'Yggdrasil ou autre carte ce tour-là et passer les 3 en forêt, ce qui est relativement pas très compliqué quand on est à 7 mana. On pourrait finalement perdre 1 pour 2 le tour où on aurait joué cette action. On arrive ensuite au sort avec le givre, du coup qu'on récupère de chez Izmir, si je ne dis pas de bêtises, et on va avoir du coup un sort qui nous coûte seulement 1 à jouer, ou 2 depuis la réserve, et qui va nous permettre d'avoir le choix entre défausser une carte épuisée d'une réserve ou épuiser une carte adverse. Donc on peut également venir orienter tout notre deck avec beaucoup d'épuisement et renforcer avec un peu de givre, pourquoi pas. On a un deuxième sort, puisque j'ai un peu mal trié les cartes. On a la livraison gelée qui devrait arriver avant la tenue hivernale. La livraison gelée qui nous vient de chez Axiom nous permet du coup pour un coup de 1 de venir ravitailler épuisé. Donc on parlait des decks qui tournent beaucoup autour de la réserve où on a besoin de ravitaillement. La livraison gelée peut venir être utilisée en ce sens. Ça peut venir être utilisé aussi avec Arjun qui va profiter des cartes en réserve même si elles sont épuisées pour venir ancrer le personnage joué. Et c'est une carte qu'on va pouvoir jouer 2 fois, elle n'a pas rafraîchissement, donc on va pouvoir pour un coup de 2 finalement ravitailler, épuiser 2 cartes si on le souhaite. Ensuite, on a un permanent d'expédition du coup que j'ai passé, c'est la tenue hivernale qui a elle aussi un coût de 1, donc ce qui ramène quand même pas mal d'après vous au deck potentiel. Une tenue hivernale qui nous permet du coup de considérer seulement la statistique la plus haute d'un personnage et de considérer que tous les autres stats sont du même niveau. Donc par exemple, si je joue un héros à 3-5-5, ben, ça me ferait un 5-5-5 si je l'ai joué sur une tenue hivernale. Donc l'orientation d'un deck où on va mettre une tenue hivernale, ça va être d'aller mettre toutes ces cartes qui vont avoir notamment une valeur de statistique, voire deux, qui sont beaucoup plus hautes que la troisième ou que la deuxième et la troisième, et donc de pouvoir équilibrer tout ça pour être vraiment très agressif. Ça peut venir équilibrer le feu follet qui a 2 trous du coup si on le joue sur autre chose que de la forêt, puisque son effet vient embêter l'adversaire, mais si nous on n'a pas de forêt, bah, il va être inintéressant à jouer. Avec la tenue hivernale, on pourra le jouer quelle que soit l'expédition sur laquelle on va se retrouver. On peut venir combler le manque de statistiques en eau de la fille d'Yggdrasil. On peut monter notre fils d'Yggdrasil à 6-6-6, qui devient excellent. On peut combler le trou d'une loutre rempoteuse en mettant un 4-4-4. Bref, on a pas mal de cartes qui peuvent profiter d'une synergie autour de ça si vraiment on a un deck avec pas mal de trous à la façon Lyra. L'intérêt ici, c'est qu'en plus, on gagne la version rare de chez Lyra. Donc on a une carte qui de la réserve va jamais gagner Fugace. On pourra la jouer indéfiniment. Donc ce sera un après-vous très efficace en début de tour pour pouvoir la jouer systématiquement sur une expédition et pouvoir profiter de son effet. Enfin, je vais terminer avec les repères. On en a deux qui arrivent. On a un saisi par les glaces qui sont les galeries qui nous viennent de chez Axiom a priori, ou peut-être de chez Izmir, je confonds un peu avec le col des fois.
Bref, on a une carte qui va permettre, comme toutes les cartes saisies par les glaces, de créer un dragon lorsqu'il va avoir ses 3 compteurs. Ici, les compteurs vont venir lorsqu'on va jouer, des cartes, que ce soit du deck ou de la main, pour aller en réserve et donc, on va avoir une synergie avec soit Rain qui va envoyer ses cartes de la main à la réserve avec son effet, soit avec des ravitaillements, donc notamment la livraison gelée qui va ravitailler épuisé et donc envoyer une carte du deck à la réserve, et donc pour seulement un, donner un compteur à notre galerie. Même chose avec la tente florale qui va venir ravitailler, bref, on a pas mal de cartes comme ça qui vont pouvoir facilement, pour un coût très modique, augmenter le nombre de compteurs de notre permanent. Et l'effet du permanent va nous permettre du coup de redresser les cartes de notre réserve, ce qui sera encore une fois intéressant avec la livraison gelée par exemple, qui va nous permettre du coup de redresser les cartes épuisées et de pouvoir les jouer. Et pour finir, donc le recycleur gelé, qui est le dernier permanent qui est sur cette faction, qui va nous permettre lui aussi de ravitailler épuisé. Donc on peut trouver une synergie avec la galerie et avec un deck orienté autour de la réserve, qui va permettre du coup, pour un coup de 4, le tour où il va être joué, de ravitailler épuisé, mais tous les tours à midi de ravitailler également systématiquement. Une carte qui nous fera perdre un petit peu de retard en début de partie, le tour où on va la jouer, mais qui va nous permettre pendant toute la partie d'avoir un moteur de semi-pioche relativement intéressante pour le deck. On pourra en plus conserver une carte en plus en réserve, donc ça pourrait être très intéressant, notamment avec Arjun, si on a énormément de ravitaillement pour lui laisser matière à utiliser son pouvoir de façon assez intéressante. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis une bonne réflexion sur la construction de votre deck. Je vais essayer de tourner rapidement ce qui me reste à faire sur les autres factions. Je vous invite à aller voir celles que j'ai déjà faites sur la chaîne et je vous dis à très vite. En attendant, je vous souhaite de faire de très belles parties.